Cette conférence concerne les satellites géostationnaires. Une petite introduction sur les différentes orbites. Qu'est-ce qu'une orbite géostationnaire par rapport aux autres orbites? Les principaux fabricants opérateurs et un petit historique qu'on peut voir aussi certainement au musée des télécoms, mais j'essaierai d'être un peu court. On va parler ensuite de la charge utile, qui sont les équipements de télécommunication du satellite, et de la plateforme. On va passer un petit peu en revue les différents sous-ensembles qui sont décrits ici. Après, on va essayer de vous faire vivre la construction d'un satellite, sa validation, et ensuite un petit mot sur les lanceurs, comment on met ces satellites en orbite géostationnaire, et un dernier mot sur l'environnement spatial qui est relativement hostile. Donc on verra tout ça. Les différentes orbites, bon, je les passe rapidement en revue. L'orbite la plus connue, c'est une orbite basse, Low Earth Orbit. Elle est circulaire en général, l'altitude 400 à 2000 km. Et ce sont des orbites qui sont utilisées principalement pour les communications, pour des applications militaires, l'observation de la Terre, parce qu'en fait on est très près de la Terre, donc c'est assez facile à utiliser, les applications scientifiques et la météorologie proche de la Terre, disons. Alors quelques exemples, on a évidemment la station internationale à 375 km de moyenne d'altitude, le satellite Hubble qui est un télescope, Spot qui fait des images, et Iridium qui est un exemple de télécommunication mobile, donc avec des téléphones un tout petit peu plus gros que des téléphones portables. Ensuite, nous avons les orbites moyennes. Alors, on a déjà eu une conférence dans le passé sur la géolocalisation, donc cette orbite concerne les satellites qui permettent cette géolocalisation, principalement les satellites GPS, mais aussi les réseaux russes, GLONASS, Beidou, et le nouveau réseau européen Galileo qui est en cours de mise en place. Une orbite intermédiaire toujours. Et enfin, nous arrivons aux orbites géostationnaires. Alors l'orbite géostationnaire, c'est une orbite à 36 000 km environ, qui est circulaire autour de la Terre et dans le plan de l'équateur. Alors cette orbite géostationnaire a été, cette notion d'orbite géostationnaire a été décrite par Arthur Clarke, qui est surtout connu comme auteur de science-fiction puisqu'il a écrit 2001 Odyssée de l'espace, mais en 1968, mais il a aussi écrit un article dans une revue en 1945, donc 19 ans avant le premier satellite géostationnaire lancé. Et à cette époque, aucun satellite n'existait, mais il a écrit « On peut observer qu'une orbite de 42 000 km de rayon, une période d'exactement 24 heures, tout corps sur une telle orbite, si le plan de cette orbite coïncidait avec celui de l'équateur, effectuerait une révolution autour de la Terre tous les 24 heures, et serait donc stationnaire au-dessus du même repère terrestre. Il resterait fixe dans le ciel sur l'ensemble de l'hémisphère, et à la différence de tous les autres corps célestes, n'aurait ni levé ni couché. » Et il rajoute, il en suffirait de 3 seulement pour couvrir toute la Terre et permettre des télécommunications mondiales. Alors l'orbite géostationnaire, là on la voit encore ici, j'ai mis cette image pour comparer un petit peu à l'orbite basse. Alors l'avantage de l'orbite basse, c'est qu'on est près de la Terre, donc les liaisons radio sont assez faciles à obtenir, dû à la faible distance. Mais par contre, un satellite en orbite basse couvre une très petite partie de la Terre, seulement pendant son défilement, donc quelques dizaines de minutes. Un satellite en orbite géostationnaire couvre plus du tiers de la Terre, et donc permet de faire des liaisons continues dans toute cette zone éclairée par le satellite. On verra que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les antennes sont maintenant beaucoup plus précises et peuvent couvrir seulement des continents, par exemple. Alors là, j'ai mis Isaac Newton. Vous vous rappelez sans doute cette histoire de la pomme qui est tombée sur la tête de Newton, et Newton, d'après la légende, se serait demandé pourquoi cette pomme est attirée par sa tête et par la terre. Et en fait, c'est de là qu'il en aurait déduit cette formule. Alors rassurez-vous, c'est à peu près la seule formule de mon exposé. Hein. Et c'est une formule que j'ai trouvée dans des livres de lycée, hein, donc ça devrait aller. Hein. La formule, un satellite et la Terre sont attirés par une force qui est l'attraction universelle
multiplié par la masse de la Terre et la masse du satellite et divisé par la distance entre la Terre et le satellite au carré. Alors évidemment, s'il n'y avait que ça, le satellite tomberait sur la Terre comme la pomme, mais le satellite est sur une orbite. S'il est sur une orbite qui tourne autour de la Terre, il y a aussi un effet centrifuge, donc, que j'ai mis ici, FC, et l'effet centrifuge, c'est la masse du satellite par la vitesse tangentielle au carré divisée par le rayon, en fait. Hein. Donc si ces deux formules s'égalisent, le satellite reste en orbite autour de la Terre. Alors pour que le satellite fasse un tour autour de la Terre en 24 heures, enfin en exactement 23 heures 56 minutes et 4 secondes, qui est la rotation de la Terre, il suffit d'avoir T ici, donc la vitesse du satellite c'est la circonférence multipliée par la période T, il suffit d'avoir T égale à cette valeur. On connaît toutes les variables, la masse du satellite n'importe pas puisque c'est élimine les deux équations, et on en déduit R, le rayon du satellite, de l'orbite circulaire du satellite est de 42 162 km. Donc connaissant le rayon de la Terre, l'altitude par rapport à l'équateur est de 35 784 km, à quelques kilomètres près. Mais bon. Voilà. Voilà ce que c'est donc la base de l'orbite géostationnaire. Et 3 satellites peuvent couvrir l'ensemble de la Terre, comme disait Arthur Clarke. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, les satellites ne peuvent pas couvrir complètement la Terre, puisqu'on voit qu'il y a des calottes polaires qui ne peuvent pas être vues de l'orbite géostationnaire à cause de l'angle. Et en fait, c'est assez embêtant pour les Russes qui ont beaucoup de territoires assez élevés dans les latitudes nord, ainsi que les Canadiens. Bon, dans les latitudes sud, ça importe moins parce qu'il y a peu de personnes y habitent, mais pour les Russes et les Canadiens, c'est important. Et les Russes ont inventé une nouvelle orbite, une autre orbite, qui s'appelle l'orbite de Molnia. Donc c'est une orbite très elliptique, la voilà, et passe très près de la Terre, et passe son apogée est à peu près équivalent à celle de l'orbite géostationnaire. Ce qui fait que pendant toute cette période-là, le satellite est vu sur une grande partie du nord, en fait, et ceci est la trace de l'orbite du satellite sur la Terre. Donc on voit qu'ici, pendant toute cette période ici, le satellite est vu d'une grande partie de la partie nord de la Terre. L'orbite est de 12 heures, donc il suffit d'avoir un deuxième satellite qui, quand le premier satellite quitte cette zone-là, un deuxième satellite qui prend le relais, et avec des stations qui permettent du tracking, on arrive à avoir des liaisons comme ça sur des latitudes assez élevées. Bon, j'en parlais un petit peu parce que l'orbite géostationnaire ne couvre pas entièrement la Terre, c'est un peu un complément, disons. Historique, bon, les premiers satellites, on les connaît, hein, Sputnik, Telstar, etc. Le premier satellite géostationnaire a été lancé en 1964, 5COM-3, et un an après, c'était Early Bird. Early Bird, il s'appelait aussi Intelsat 1, ça a été le premier satellite commercial, géostationnaire commercial, donc il a pu commencer à faire des liaisons, là à cette époque-là, des liaisons téléphoniques commerciales. Voilà Early Bird. Alors c'est un satellite qui tourne sur lui-même, ça a l'avantage de le stabiliser et ça a aussi l'avantage de faire un peu l'effet barbecue, c'est-à-dire que étant éclairé par le soleil et chauffé par le soleil, comme il tourne un tour en une seconde et demie à peu près, je ne me rappelle plus exactement, l'intérieur du satellite est dans un environnement thermique relativement constant. On voit les fouets, là ce sont des antennes, ce sont des antennes omnidirectionnelles, donc en fait le fait de tourner n'importait pas beaucoup. L'inconvénient c'est que le soleil n'éclaire qu'une partie des panneaux solaires, donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd un peu de l'autre. On a lancé en orbite 6842 satellites depuis le début de l'industrie spatiale, donc qui a commencé en 1957, donc 928 satellites géostationnaires. Je n'ai pas mis à jour les statistiques, mais fin 2016, j'ai trouvé qu'il restait 1419 satellites opérationnels, et sur ces 1419, 506 sont des satellites géostationnaires, donc il y a quand même un grand nombre de satellites sur cette orbite géostationnaire. La répartition est ainsi, enfin je l'ai montré un petit peu sur le diagramme fromage là. Et voici l'occupation de l'orbite géostationnaire. Donc je ne les ai pas comptés, mais on voit qu'il y a énormément de satellites géostationnaires. L'orbite commence à être vraiment pleine. Alors il y a en gros un satellite tous les 3 degrés. Hein.
On voit même que sur certaines positions orbitales, on arrive à mettre 7 ou 8 satellites. Donc dans la même fenêtre qui lui est assignée, on peut arriver maintenant à grouper, à faire un essaim de satellites qui, évidemment, pour les contrôler en orbite, il faut que ce soit bien synchronisé. Le nombre de satellites géostationnaires lancés par an, alors au début ça a été assez doux, mais au fur et à mesure des besoins de télécommunications, ça a augmenté et maintenant, bon an, mal an, on lance une trentaine de satellites tous les ans. Là, en 2007, on était à 20, mais il y en a, depuis ce graphe, d'autres ont été lancés. Je suis à peu près persuadé qu'on doit être pas loin de 30 maintenant. Les principaux constructeurs en France, nous avons Thales Alenia Space, qui se trouve à Mandelieu, à côté de Cannes, qui était anciennement l'aérospatiale. Nous avons aussi Airbus Defence and Space, qui était connu, qui a commencé en 1990, qui s'appelait Matra Marconi Space, qui elle est à Toulouse. Bon, je passe les différentes périodes de changement de nom, mais bon, maintenant ça s'appelle Airbus Defence and Space. Ça, ce sont les deux constructeurs européens principaux. Ils se trouvent en France. Ça veut dire que l'intégration des satellites, les tests, la conception est faite en France, mais en fait c'est un ensemble d'équipements qui sont faits un petit peu partout en Europe et aussi même dans le monde. Les trois principaux constructeurs américains sont McDonnell, enfin MDA, je vais le dire, ça sera plus simple, qui était l'ancien Ford. Ford a été le premier à lancer des satellites géostationnaires 3 axes, donc il y a très longtemps. Lockheed Martin et Boeing Defense Space and Security, qui s'appelait il y a longtemps Hughes, et c'est Hughes qui avait construit ces premiers satellites spinés qu'on voyait tout à l'heure, en forme de boîte de conserve un peu. Et on a des constructeurs un petit peu moins importants comme Orbital, qui est un constructeur américain, l'ISRO, qui est l'agence spatiale indienne. Donc les Indiens ont une bonne connaissance de l'industrie spatiale. Et bon, NPOPM, qui se trouve à Krasnoïarsk en Sibérie, qui construit des satellites de télécommunications russes, qui peuvent être aussi vendus dans d'autres parties de l'Europe, du monde. Pardon. Les principaux opérateurs, alors Intelsat c'est l'opérateur historique, qui a été le premier avec le Intelsat 1 qu'on a vu tout à l'heure, qui a actuellement 53 satellites géostationnaires. SES, qui est un opérateur européen qui se trouve au Luxembourg, qui est aussi très très important, 42 satellites actuellement. Eutelsat, où j'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle, qui se trouve à Paris et qui a actuellement 39 satellites. Je pense qu'entre 39 satellites Eutelsat et 42 à SES, ça varie un petit peu suivant les satellites lancés, les satellites qui sont en fin de vie. En général, le SES et Eutelsat sont à peu près du même ordre de grandeur. Nous avons aussi Telesat, qui est un opérateur canadien, et des opérateurs plus régionaux comme Rapsat, Asiasat, Hispasat, etc., qui ont une flotte de satellites un peu moins importante. Et enfin, Inmarsat, qui est aussi un gros opérateur, mais qui lui est plus spécialisé dans les télécommunications avec les navires, les télécommunications mobiles, etc. Alors maintenant, on va parler des plateformes. Alors, plateforme, c'est un peu, en théorie, c'est tout ce qui n'est pas équipement de télécommunication dans le satellite. Il faut une plateforme pour pouvoir mettre des équipements de télécommunication. Alors, le premier Intelsat 1, Intelsat 2. Alors, on voit déjà Intelsat 3, on a une antenne un peu cornée qui commence à être directive, ce qui implique comme le satellite tourne sur lui-même pour assurer la stabilisation, ce qui implique qu'il faut qu'il y ait une plateforme qui tourne dans l'autre sens pour que l'antenne directive soit pointée vers la Terre. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et on a évidemment Intelsat 4 et Intelsat 5 qui ont ce même dispositif. Alors voilà encore d'autres satellites spinés, on appelle ça des satellites spinés qui tournent sur eux-mêmes. La plus populaire, c'est une plateforme Hughes qui a construit 58 satellites identiques. Et le plus médiatisé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est aussi une plateforme Hughes un peu plus grande, qui a eu des problèmes en orbite. Il a dû rester en orbite basse. Et un an après,
la navette spatiale est venue lui fixer un moteur d'apogée à l'arrière, et grâce à cette opération, le satellite a pu être mis en orbite géostationnaire. Alors c'était une opération qui a coûté énormément, beaucoup plus cher que le prix du satellite lui-même, mais la NASA voulait montrer son savoir-faire à l'époque. Donc voilà à quoi ressemble un satellite spiné. Le dernier, je crois que c'était un satellite Eutelsat, c'était eBird, un satellite dédié aux transmissions de données, qui a été lancé à la fin de la dernière décennie. Après, il n'y en a plus parce qu'ils ne sont pas très performants au niveau masse et au niveau puissance, hein, ils sont assez limités. Et enfin, on a les plateformes de satellites stabilisés 3 axes. Alors le premier, on rappelle, c'était un Eutelsat 5, qui a été construit par Ford. Il faisait 2 tonnes, un peu moins de 16 mètres d'envergure et une puissance électrique de 1,8 kW. Maintenant, on arrive à des satellites qui sont des monstres, hein, ils font 40 mètres de longueur. Le satellite AlphaSat qui a été construit par Astrium, donc maintenant Airbus Defence and Space. Ce satellite fait donc 40 mètres d'envergure, 6 tonnes 8 ou 6, je ne sais plus, j'arrive plus à lire. Et en fait, cette plateforme peut monter jusqu'à plus de 8 tonnes. Et la puissance électrique est aussi énorme, proportionnelle à la surface des panneaux solaires. Et les Américains ne sont pas très loin, puisque l'Oral arrive à faire des satellites maintenant assez de même taille. Alors ça, c'est un peu un éclaté d'un satellite géostationnaire stabilisé 3 axes. Il est construit autour d'un cylindre qui contient les réservoirs. Les réservoirs, on verra plus tard, c'est plus de la moitié de la masse d'un satellite, hein, les carburants nécessaires pour le satellite. Donc tout ce qui est lourd se met au milieu, et on construit autour des murs sur lesquels on fixe les équipements, les tuyères, etc. Ensuite, nous avons ici, là ce sont des radiateurs qui permettent d'évacuer la chaleur dégagée par les équipements de télécommunication vers l'extérieur. Et ce mur et celui-ci sont des murs de la charge utile où sont montés les équipements de télécommunication. Et on a enfin une plateforme au-dessus sur laquelle on peut monter d'autres antennes encore. Alors la charge utile en anglais s'appelle payload. On dit en français charge utile, en payload, la charge qui donne des sous, qui rapporte. Donc les anglo-saxons sont moins pudiques que nous, mais bon, c'est comme ça. Il faut voir que les équipements de télécommunication doivent fonctionner dans des bandes de fréquences qui sont bien établies. Et c'est l'Union internationale des télécommunications qui est une entité de l'ONU qui est basée à Genève, qui gère ces fréquences qui sont assignées aux utilisateurs. Alors pour tout, pour les réseaux terrestres, mais aussi pour les satellites. Et pour les satellites, ils génèrent non seulement ça, mais ils gèrent aussi ils assignent les positions orbitales des satellites qui sont envoyés dans l'espace. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, tous les 3 degrés, tous les satellites qui se trouvaient, c'est l'Union internationale des télécommunications qui fait un peu la loi en cette matière. Et les différentes bandes de fréquences, je les ai mentionnées ici. Les bandes basses L et S sont des bandes qui sont plutôt dédiées au réseau mobile terrestre. La bande C, c'était la bande traditionnellement utilisée pour les transmissions de données, les télévisions, etc. Et la bande X pour les militaires. Et au fur et à mesure, on commence à monter en fréquence, au fur et à mesure qu'on a besoin de plus de capacité de télécommunication. Donc la bande KU, qui a commencé en 1977-78, d'ailleurs avec le satellite Symphonie, dont il y avait une antenne Symphonie qui se trouvait ici à l'époque. Et la bande KA, maintenant, on arrive donc jusqu'à 31 GHz. Alors il y a 2 types de services de télécommunication. Il y a le service fixe. Alors on part de stations qui se trouvent, par exemple ça peut être des régies télévision, qui communiquent par l'intermédiaire du satellite avec d'autres stations, qui peuvent être des stations mobiles comme ceci, pour couvrir par exemple des événements en direct. Il y a aussi des liaisons d'entreprise à entreprise. Alors on utilise des antennes d'environ 2 mètres de diamètre, very small aperture terminale, qui permettent de passer d'une entreprise à l'autre comme ceci,
pour des télévisions, des transmissions de données et de la téléphonie. Et on a aussi le réseau public, donc des stations de satellites, des centres de satellites comme il y avait eu à Plumeur-Baudou, qui a disparu maintenant, c'en était un, qui sont liés à des centraux téléphoniques et qui permettent de faire donc des liaisons, transmission de données, téléphone, etc. Donc là on voit que l'utilisateur final n'est pas encore concerné. Il y a un autre service qui s'appelle le BSS, alors Broadcast Satellite Service. Là c'est principalement pour la télévision et puis la radio. Alors, les régies TV, les chaînes de radio ont des antennes qui passent par un satellite et qui sont réémises dans les zones où ils veulent avoir des clients. Ça peut être la radio, alors, par exemple le système Sirius américain, je crois que ça n'existe pas encore en Europe, les radios qui passent par satellite, mais ça marche très bien. Et aussi la télévision, donc sur les toits des maisons, sur les camping-cars, sur les toits des immeubles. Et là on arrive peut-être au maximum de ce que peut être la distribution individuelle. Voilà. La charge utile donc passe par des bandes de fréquences. Alors là j'ai mis ça c'est un exemple, hein, mais c'est juste pour montrer que le satellite a besoin non seulement de recevoir les signaux et les remettre vers la Terre, mais il doit aussi assurer une certaine connectivité. C'est-à-dire que les bandes émission doivent pouvoir partir dans différentes bandes réception et pouvoir être configurables suivant les besoins. Donc ici par exemple cette bande haute fréquence peut redescendre dans la bande la plus basse ici et pourrait redescendre dans d'autres bandes, mais bon, dans mon exemple il descend dans cette bande, mais le même satellite pourrait être configuré pour la faire redescendre dans d'autres bandes. De même, par exemple ici la couverture européenne ici, on peut la faire redescendre vers l'Afrique. Donc ça c'est ce qu'on appelle la connectivité, enfin, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Alors, un schéma assez simplifié de la charge utile à bord du satellite, on appelle ça un répéteur, puisqu'il ne traite pas les signaux, il ne fait que changer les fréquences et les remettre vers le sol. Donc les antennes de réception reçoivent depuis différentes zones géographiques les amplificateurs faible bruit, changement de fréquence avec des oscillateurs locaux, des multiplexeurs d'entrée qui filtrent un petit peu les différents canaux du satellite. Les canaux font soit 36 MHz, soit 72 MHz, la plupart des canaux c'est comme ça. Et ensuite, on a toute une bande d'amplificateurs. Alors, un bon satellite moderne a pas loin d'une centaine, peut-être même maintenant plus, amplificateurs de cette manière, de façon à réémettre une centaine de canaux par des multiplexeurs de sortie vers les couvertures terrestres. Voilà. Alors, les reconfigurations sont faites, bon, j'ai simplifié là en montrant des commutateurs RF, mais en fait c'est très compliqué, c'est ce qu'on appelle des anneaux de redondance. Ça permet donc de configurer les trajets descendants par rapport aux trajets montants. Ça permet aussi, en cas de panne d'un émetteur, de passer sur l'émetteur de secours, mais il n'y a pas, s'il y a 100 émetteurs, il n'y a évidemment pas 100 émetteurs de secours, il n'y en a que quelques-uns. Donc il faut pouvoir reconfigurer toute la charge utile de la manière la plus simple possible et qui évite les perturbations de trafic. Donc tout ça est géré par des logiciels, en fait, c'est un problème assez compliqué à résoudre. Voici quelques exemples de composants, les multiplexeurs d'entrée, les multiplexeurs de sortie et les tubes en progressif, donc les amplificateurs. En entrée on est en coaxial, là on les voit. En sortie on est en guide d'onde parce qu'il y a beaucoup plus de puissance. Ils sont peints en noir pour des problèmes thermiques. Et ces tubes en progressif. Alors ce qui est intéressant de voir dans ces tubes en progressif, c'est que bon, un tube de 120 watts, son efficacité est de 60%, il dégage donc 48 watts de chaleur. Quand on a 100 tubes, c'est un problème qui se résout bien sûr, mais qui est assez important, l'équilibrage thermique d'un satellite. Donc une partie peut être évacuée par ces petites couples. En général, ces tubes sont montés, sont bien alignés, sont montés sur le coin d'un satellite, et ces petites couples permettent d'évacuer par radiation la chaleur, une partie de la chaleur, quoi. Alors on va parler des antennes maintenant.
Alors les plus simples, ce sont des antennes paraboliques, hein, une parabole, une source. C'est un peu comme les antennes paraboliques qu'on a sur les toits des maisons, bon, un peu plus précis peut-être. Mais la couverture est très simple, c'est une ellipse. Et on s'arrange, par exemple, pour les États-Unis, c'est assez bien couvert par une ellipse, donc c'est une antenne relativement simple. Il y a aussi les antennes casse-grain. Alors ce sont des antennes qui ont un deuxième réflecteur, ici. Et donc la source, au lieu d'être déportée, elle est près du réflecteur principal, ce qui permet d'avoir des antennes beaucoup plus compactes. En général, ce type d'antenne, on le monte, d'ailleurs, j'ai un petit exemple ici, je vais essayer de ne pas le casser. Ça, c'était Hotbird 8. Donc on voit ici l'antenne avec son petit surréflecteur ici, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, si on n'avait pas ce sous-réflecteur-là, il faudrait que la source de l'antenne soit beaucoup plus élevée. Évidemment, il faut pouvoir mettre tout ça dans une coiffe de lanceur. Donc, il faut essayer d'avoir une antenne le plus compacte possible. Donc, ce type d'antenne est généralement monté sur la face terre, comme ça. Alors voilà, on voit par exemple sur ce satellite-là, qui doit être W7, je crois, des antennes qui sont sur la face nord-sud d'un côté, de l'autre côté, d'un côté et de l'autre côté, l'antenne compacte casse-grain qui se trouve ici. Ah non, c'est des AB4R, c'était marqué en plus. Et enfin, on a les antennes parapluies. Alors ce sont des antennes absolument immenses, 12 mètres de diamètre. Et évidemment, il faut pouvoir mettre ça dans la coiffe d'un lanceur, d'une fusée. Donc ces antennes parapluies sont repliées, un peu comme un parapluie qu'on voit ici, et avec les bras de pique qui permettent de déployer ces antennes. Et après, il y a tout un système de tringlerie et de câbles qui permettent de tendre l'antenne parapluie. Ça, c'est surtout utilisé en bande S, puisque plus on baisse en fréquence, plus pour avoir le même gain, plus la taille de l'antenne doit être importante, hein. Alors, un autre exemple d'antenne, 12 mètres. Voilà. Donc, ce sont des antennes absolument immenses. Alors, il y a un autre type d'antenne qu'on appelle antenne à réflecteur formé. Là, au lieu d'être une parabole, en fait, on déforme la parabole, on lui donne des creux, des bosses, ce qui permet d'orienter, de concentrer les faisceaux radioélectriques sur certaines zones de la Terre où on veut avoir les signaux. Et on peut arriver ainsi à épouser la forme d'un continent. Par exemple, ici, on a l'Afrique, ici on a une grande partie de l'Europe, et on peut même avoir un petit spot sur les Canaries. Alors ces antennes, voilà un exemple d'antenne, alors elle n'est pas cabossée, elle est volontairement déformée, et doit être déformée de manière très précise, donc la précision de surface doit être absolument importante. Et pour ça, bon, on les renforce par derrière, on s'assure de la rigidité de l'ensemble. Le dernier type d'antenne, ce sont des antennes multisources. Alors ces antennes-là, on a un réflecteur parabolique tout à fait ordinaire, et on a un ensemble de sources qui sont orientées de manière différente, de façon à arroser la Terre par des petits spots aux endroits où on a besoin d'avoir cette couverture. Alors, par exemple ici, c'est tout un réseau de spots qui couvre l'Europe. Ça, c'est le satellite KASAT, c'est un satellite qui fait de l'Internet en directement à la maison. Donc ceux qui ont, enfin je crois que Nordnet par exemple, je ne vais pas citer d'opérateur, mais permet de commercialiser ce type de service. Donc vous avez une antenne émission-réception chez vous qui fait 80 cm de diamètre et qui permet d'avoir Internet par ce type d'antenne. Et on voit ici que, alors là c'est un ensemble en fait de 4 antennes. On ne peut pas avoir c'est assez difficile d'avoir des faisceaux proches comme ça sans risque d'interférence, etc. Donc on s'arrange pour, si on veut réutiliser les fréquences, pour que les faisceaux soient un petit peu séparés. Donc ici on a par exemple les faisceaux bleus qui sont là, qui sont séparés. On a des faisceaux, je ne vois pas bien, mais vert, jaune, etc. Donc en fait il faut une antenne par couleur, et là c'est basé sur quatre types de faisceaux. Là par exemple, donc on a le satellite KASAT qui a ces 4 antennes, donc une antenne par couleur. On voit ici les multisources, les sources ici, là, qu'on voit un petit peu là. Et à propos, on voit aussi, attends, je crois que c'est sur cette image qu'on voit les tubes à ondes progressives, les petits collecteurs, les petites coupelles là, qui sont à l'extérieur, qui dépassent ce qu'on voit ici.
Voilà. Alors les antennes, bien sûr, ce type d'antenne doit être pointé vers le sol de manière très précise. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, hein, les variations thermiques, l'alignement des antennes sur le satellite, l'opération du satellite avec les tuyères, parfois pour des cas un petit peu limites comme ceci, quand on active les tuyères, il y a une petite perturbation qui fait que les communications peuvent être perturbées, etc. Donc tout ça c'est pris en compte pour faire un bilan de pointage. Voilà. Alors maintenant on va passer, justement, on va passer au contrôle d'orbite et d'attitude. Pourquoi le contrôle d'orbite? Il faut que le satellite reste à sa position, qu'il n'aille pas taper dans les voisins, parce qu'ils ne sont pas loin. Et le contrôle d'attitude, pourquoi? Parce que le satellite, c'est pas altitude, c'est attitude. Le satellite doit rester pointé vers la Terre du mieux possible. Alors je reviens à Newton avec sa fameuse formule. Alors ça c'était trop simple, hein, bien sûr. On suppose que la masse de la Terre est concentrée en son centre dans cette formule. En fait, et que la Terre est un ellipsoïde. Donc en fait, l'orbite géostationnaire est un cercle parfait. Le satellite, si tout est parfait, le satellite reste à sa position parce qu'il est parfaitement en équilibre. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a des irrégularités gravitationnelles dues à la composition de la Terre. Il y a aussi les effets de surface de la Terre. Donc des montagnes ont tendance à rapprocher un petit peu la masse à considérer, de la Terre à considérer, et à l'opposé, au-dessus des satellites, c'est comme si la Terre était un petit peu plus éloignée. Donc il y a un autre modèle mathématique qui n'est plus une ellipsoïde, mais on appelle ça une géoïde, qui est beaucoup plus compliquée et qui tient compte de ces irrégularités de la Terre. Alors la géoïde, là on a évidemment agrandi, mais c'est pour vous montrer que l'effet de la Terre n'est pas uniforme tout au long de l'orbite géostationnaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se peut que le satellite commence à dériver en est ou en ouest. Et il commence à dériver, si on ne fait rien, vers deux positions stables, donc qui sont à 75 degrés est et 105 degrés ouest. Et il y a deux positions instables qui sont à ces deux positions-là. Et dès que le satellite commence à partir, ou même tous les satellites qui se trouvent sur ces arcs, en fait, si on ne faisait rien, tous les satellites qu'on a vus autour de l'orbite géostationnaire iraient se concentrer sur ces deux positions stables. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Hein. Donc il est nécessaire de faire une manœuvre est-ouest de manière régulière pour que le satellite reste absolument à sa position. Il y a aussi un autre effet. Le géoïde aussi perturbe l'orbite dans son inclinaison, c'est-à-dire que l'inclinaison n'est plus parfaitement, si on ne fait rien, n'est plus parfaitement dans le plan de l'équateur, mais en fait c'est surtout la pression des radiations du Soleil sur les panneaux solaires qui font que le satellite a tendance à incliner son orbite. Et son orbite est inclinée, si on ne fait rien, de 0,85 degrés par once. Donc c'est assez important. Et il faut aussi faire des manœuvres nord-sud. Donc on en fait régulièrement pour maintenir le satellite, l'orbite du satellite dans le plan de l'équateur. Alors pour ces manœuvres, on est obligé de savoir où se trouve le satellite. On est obligé de connaître les paramètres orbitaux du satellite. Pour cela, on fait des mesures de distance entre le satellite et la Terre, en fait depuis des stations spécifiques. J'ai pris deux stations au hasard comme ça. Connaissant la distance du satellite à ces stations, qui sont très bien localisées sur le géoïde justement, on peut en déduire les paramètres orbitaux du satellite. On compare ces paramètres orbitaux à l'orbite idéale, à l'orbite où on voudrait que le satellite reste, et on en déduit ce qu'on appelle un delta V, c'est-à-dire que si on veut changer l'orbite d'un satellite, ça se passe par changement de vitesse, dans une direction bien précise. Donc il y a des ingénieurs qui sont spécialisés dans ces calculs, des ingénieurs de mécanique orbitale, qui disent pour telle manœuvre nord-sud, il faut faire un delta V de temps. Plus le delta V est grand, plus on consomme de carburant, bien sûr. Là, rapidement, on peut mettre deux satellites en colocalisation, plusieurs satellites en colocalisation, on les a vus, soit dans des sous-fenêtres de leur propre fenêtre, soit on les mélange un petit peu, mais on s'arrange
séparation d'excentricité des orbites, on s'arrange pour que la distance entre chaque satellite est suffisante. En général, c'est 7 km, peut-être même moins maintenant si on arrive à mieux. Voilà, c'est un exemple de satellite qu'on a laissé dériver en nord-sud. La consommation nord-sud est beaucoup plus importante. Pour contrôler le nord-sud est beaucoup plus importante que pour contrôler l'est-ouest. Donc si on arrête la consommation nord-sud, on peut prolonger la durée de vie d'un satellite. Mais le satellite, il commence à dériver, et vu de son orbite, en fait, il décrit un espèce de 8 qui s'allonge de plus en plus, vu de la Terre, quoi. Pardon, vu de la Terre, oui. Et évidemment, si on le contrôle en est-ouest, il ne va pas normalement déranger ses voisins. Par contre, les stations au sol doivent pouvoir suivre ce mouvement. Il fait ce 8 tous les jours. Donc il faut que les stations puissent traquer ce satellite. Mais c'est un moyen, dans certaines applications, de prolonger un peu la durée de vie d'un satellite quand il est encore en bonne santé et on veut éviter de consommer trop de fioul. Voilà les exemples de petites tuyères, on en reviendra pour la propulsion. Et alors la deuxième partie de ce sous-système-là, c'est le contrôle d'attitude. Donc il faut que le satellite reste parfaitement pointé vers la Terre. Et c'est comme un avion, hein. Il y a des angles de tangage, de roulis et de lacets qui doivent être le plus stable possible. Alors pour cela, il faut savoir où se trouve le satellite par rapport à des références. Donc on a différents capteurs qui permettent d'avoir ces informations. Des capteurs terrestres. Alors, un capteur terrestre, s'il balaye la Terre, il y a deux arcs, un arc au nord, un arc au sud. Il suffit de comparer l'arc décrit par le capteur, parce qu'en fait on détecte par infrarouge les discontinuités entre la Terre et le ciel clair, le ciel profond, disons. Si les deux arcs sont identiques, le satellite est parfaitement pointé nord-sud. S'ils sont décalés, on peut savoir aussi que le satellite est un peu décalé est-ouest. Donc on peut mesurer deux angles de cette manière. Des capteurs solaires, c'est une petite fente dans laquelle passent les rayons solaires qui éclairent tout un réseau de cellules CCD et permettent de connaître l'angle. Alors avec plusieurs de ces capteurs à différents angles, on peut savoir où se trouve le Soleil. Si on sait où se trouve le Soleil, on sait dans quelle position est le satellite. Les trackers d'étoiles, alors ça c'est beaucoup plus récent, et ça tend à se généraliser parce qu'il y a énormément d'avantages à utiliser un tracker d'étoiles. C'est beaucoup plus précis déjà que tous les autres capteurs. En fait, ce tracker d'étoiles a une base de données de plusieurs milliers d'étoiles qui connaît parfaitement leur position, leur géométrie, les uns par rapport aux autres. Il connaît parfaitement aussi leur magnitude, leur luminosité. Et ce système peut se verrouiller sur une configuration d'étoiles et savoir dans quelle position est cette configuration d'étoiles. Les étoiles étant fixes, donc le satellite peut savoir, connaissant cette position, il peut savoir dans quelle position il est. On a aussi des gyroscopes. Alors eux, ils ne mesurent pas les angles, mais ils mesurent des accélérations. Ça, c'est quand on veut passer un satellite d'une position à une autre. On connaît quelle est sa position au départ par les autres capteurs, mais on peut aussi suivre son évolution par les accélérations mesurées par les gyroscopes. Donc tout cela va dans un ordinateur de bord, donc qui a des... Je vais mettre mes lunettes. Donc on a donc les mesures d'attitude par ces différents capteurs. On a l'attitude désirée et il y a des boucles d'asservissement qui commandent des actuateurs pour pouvoir remettre le satellite dans la bonne position. Alors ces actuateurs, quels sont-ils? On a évidemment les tuyères, on en a déjà parlé. Ils servent non seulement au contrôle de l'orbite, mais ils servent aussi à maintenir l'attitude du satellite. On a des roues d'inertie, c'est des roues de plusieurs kilos, 6-7 kilos, qui tournent à 5-6 000 tours minute, et pendant toute la durée de vie d'un satellite, pendant 15 ans, 20 ans. Alors évidemment, on peut imaginer que le système de roulement à billes est assez performant. Jusqu'à maintenant, seuls les Suisses savent faire ça. L'usine suisse qui fabrique ces roulements à billes avait été rachetée par les Américains, et ils n'ont jamais réussi à faire pareil, donc ils ont ramené tout le matériel en Suisse. Ils ont rappelé les ingénieurs qui étaient en retraite pour mieux apprendre aux autres à fabriquer ces roulements à billes. On a aussi des propulseurs plasmiques, là aussi c'est assez récent. C'était assez ancien pour les satellites russes, c'est eux qui ont inventé ce système-là, mais c'est récent pour tous les satellites modernes maintenant. Et on a enfin le solar sailing. En fait, on utilise
Ça, c'est un exemple, hein, Hotbird 8. Et on utilise les angles des panneaux solaires. Donc on a aussi la pression des radiations solaires qui crée un couple. Il suffit de décaler très légèrement un des panneaux solaires par rapport à l'autre. Et on peut faire un effet de moulin à vent, par exemple. Donc on peut faire tourner le satellite en faisant varier légèrement de quelques degrés un panneau solaire par rapport à l'autre. Ça, c'est un exemple. C'est un brevet de Matra qui est maintenant Airbus, mais tous leurs satellites sont comme ceci. Ça permet d'économiser un petit peu de fuel des petites tuyères. On va passer à la propulsion. Donc, la plus courante, c'est la propulsion chimique, qui contient un oxydant, du MON, qui est un mélange d'oxyde d'azote, et du fuel, MMH, dont on a la formule. C'est un mélange hyperbolique, c'est-à-dire que quand on mélange ces deux composants, ils s'auto-enflamment immédiatement, spontanément. Alors évidemment, pour ça, il faut mélanger des toutes petites quantités pour éviter d'avoir des phénomènes non contrôlés. Donc on verra ça tout à l'heure. Ça permet des poussées précises. En fait, on a des petits électrovannes dans les tuyères qui font ce micro-mélange et qui créent une petite impulsion. Et par petites impulsions, comme ça, on arrive à doser la poussée dont on a besoin. Ce sont des produits extrêmement dangereux et extrêmement toxiques. Donc, quand on met ces produits à l'intérieur du satellite, il y a des précautions énormes à prendre parce que ce sont donc des composants dangereux. On remplit les réservoirs du satellite seulement à la fin, sur le site de lancement, 2 jours avant le lancement, parce qu'il y aurait trop de problèmes de contraintes, de règles de sécurité à appliquer. Voilà un exemple d'architecture de propulsion chimique. Le réservoir d'oxydant, le réservoir de fuel, qui sont pressurisés avec de l'hélium, et ces deux composants arrivent aux différentes tuyères. Alors ces petites tuyères sont des tuyères 10 newtons. Il y en a en général 16, parfois 14, mais souvent 16, qui sont mises à différents endroits du satellite pour pouvoir le contrôler de la manière dont on veut. Et il y a aussi un grand moteur qu'on appelle le moteur d'apogée qui lui fait 400 newtons, qui sert uniquement pendant la phase de mise en orbite géostationnaire. Après, il ne sert plus du tout. Voilà des réservoirs. Alors, la problématique de ces réservoirs-là, c'est qu'ils contiennent des liquides, et les liquides en microgravité, il faut arriver à faire en sorte que les liquides passent dans les tuyauteries pour arriver jusqu'aux tuyères sans bulle d'hélium, parce qu'on n'est pas pressurisé avec de l'hélium. Donc on a ici ce qu'on appelle des vannes, ce sont des petits conduits qui sont le long de la paroi du réservoir et qui remplissent par capillarité, donc par phénomène de tension de surface, qui remplissent une espèce d'éponge métallique ici qui contient le liquide qui servira à partir dans la tuyauterie sans bulle. Donc tuyère 10 newtons, on voit ici l'arrivée du fuel, de l'oxydant et les électrovannes qui marchent par impulsion pour créer ces petites impulsions dans le corps ici. Et le moteur d'apogée qui est beaucoup plus grand, qui est basé sur le même principe. Voilà donc l'architecture de la propulsion, on a déjà vu ça je pense, les réservoirs d'hélium ici, et aussi toute la tuyauterie qui permet de partir vers les différentes tuyères qui sont placées à des endroits spécifiques dans le satellite. Et le moteur d'apogée ici. Bon, ici je ne vais pas trop en parler, il faut faire un bilan de consommation pour savoir jusqu'où on peut opérer le satellite. Je vais peut-être aller directement ici. Par exemple ici un satellite de 4894 kg dans cet exemple, il a 2638 kg de carburant, donc 54% de sa masse au lancement c'est du carburant. Sur cette masse au lancement, voilà la masse 3040 kg quand il arrive à sa position finale en orbite géostationnaire. Donc 70% du carburant est utilisé pour la mise en orbite du satellite, pour la mise en orbite géostationnaire. Il ne reste plus que 30%. Là on utilise, bon j'ai calculé, on a 28% de carburant qui est utilisé pour le maintien à poste, donc pour ses corrections d'orbite et ses corrections d'attitude, et il reste un petit pourcentage pour la marge en fait.
Et un satellite comme ça donc, peut durer une quinzaine d'années. Donc la durée de vie du satellite est directement liée au carburant qui est mis dans le satellite. S'il n'a pas d'autres anomalies, bien sûr, d'anomalies. Alors ça, c'est la propulsion électrique, donc c'est beaucoup plus récent. À Eutelsat, on avait, quand je suis parti, 2 satellites avec ce type de propulsion. C'est un plasma, en fait, du gaz, du xénon est utilisé et arrive dans un champ magnétique assez fort où sont piégés des électrons. Ce xénon est ionisé, donc on a des ions de xénon qui sont accélérés par un champ électrique entre la cathode et l'anode de manière assez forte vers l'extérieur. Donc ici on a un moteur plasma en action, ici, donc on a cette espèce de lumière bleue qui est le xénon ionisé. Pourquoi du xénon? Parce qu'il a une masse atomique assez lourde, donc assez performante, et une énergie d'ionisation relativement faible. Et la poussée est beaucoup plus faible par rapport aux petites cuillères 10 newtons. Là, on a péniblement 1/10 de newton, hein. Donc c'est pas beaucoup. Et pour être le plus efficace possible, en général, ces moteurs plasmiques sont orientables, c'est-à-dire qu'on essaye d'orienter le moteur dans l'axe du centre de gravité du satellite pour que l'effet soit le plus efficace. Voilà un autre exemple de propulsion. Maintenant, on va passer à l'alimentation électrique. Alors, on fait aussi un bilan électrique. On sait que les panneaux solaires, en fait, ne fournissent pas la même énergie en fonction de la saison. Alors le cas le plus défavorable, c'est le solstice de juin, donc aux alentours du 21 juin, où l'énergie des panneaux solaires est relativement faible. Mais il faut aussi étudier le cas de l'équinoxe de septembre, où on a besoin, le satellite est plus froid à ce moment-là, et on a besoin d'une certaine énergie pour réchauffer un certain nombre d'équipements du satellite. Donc la balance entre les deux est à étudier, et il se trouve que dans ce cas, c'est le solstice de juin qui est le cas le plus défavorable, puisqu'on n'a plus que 2,8% de marge sur la puissance donnée par les panneaux solaires. On a aussi besoin de batteries, donc il faut aussi étudier le cas des éclipses. Le satellite, pendant les équinoxes, est parfaitement éclairé par le soleil, mais il passe derrière la Terre, donc pendant un certain temps, les panneaux solaires ne sont plus éclairés par le soleil. Dans ce cas-là, il faut des batteries pour pouvoir assurer et maintenir le service de télécommunication. On va peut-être détailler ça un petit peu. Alors voilà l'architecture de l'alimentation électrique. Les panneaux solaires, le nord, le sud. Alors le solar, c'est Solar, désolé c'est en anglais encore, mais on utilise beaucoup l'anglais dans ce domaine-là. Solar Array Drive Assembly. En fait, c'est un moteur qui permet de faire tourner le panneau solaire donc, qui se trouve à cet endroit ici, hein, qui permet de faire tourner le panneau solaire un tour en 24 heures pour qu'il soit parfaitement orienté vers le soleil. Et ce système-là aussi a des pistes électriques pour pouvoir transférer l'électricité fournie par les panneaux solaires vers l'intérieur. Ensuite, on a un PCU, Power Conditioning Unit, qui lui gère l'utilisation des panneaux solaires et des batteries. Quand les panneaux ne sont plus éclairés, les batteries prennent le relais automatiquement et on a la distribution vers les différents équipements. Voilà un exemple de Solar Array Drive Assembly. Donc c'est le moteur dont je parlais qui permet de faire tourner le satellite, et ici des pistes qui permettent de passer l'énergie de la partie rotative à la partie fixe. Alors l'effet de la saison sur les panneaux solaires. Au solstice, évidemment, on a la déclinaison du soleil qui doit être de 23 degrés et quelques, fait que les panneaux solaires ne sont pas orientés parfaitement vers le soleil. Ils sont bien... Aïe! Ça y est, j'ai cassé un satellite. Ça va, c'est démontable, ne vous inquiétez pas. Donc on a un satellite, aux équinoxes, le soleil est parfaitement en face du panneau solaire. Mais
au solstice d'été et d'hiver, le soleil est plus haut ou plus bas, ce qui fait que les rayons solaires frappent le panneau solaire avec un certain angle, donc il y a moins d'efficacité. Donc on peut donc imaginer que l'on a aux équinoxes le maximum de puissance et au solstice un peu moins de puissance. Et on perd ça doit être 6-7% à peu près. Ce qui n'est pas négligeable quand on veut utiliser le satellite au maximum de ses capacités. L'autre cas, c'est l'éloignement du Soleil par rapport à la Terre. Alors en aphélie, on pourrait dire l'apogée, mais pour le Soleil on dit aphélie. Ce qui se passe le 3 juillet, la Terre est éloignée du Soleil, c'est le moment où la Terre est le plus éloignée du Soleil. Et au périhélie, qui est le 3 janvier, c'est le moment où la Terre est la plus proche du Soleil. Donc en fait on voit ici les différences, un astronome pourrait regarder ça, les différences de diamètre apparent du Soleil qui se voient très bien entre ces deux dates. On a donc une variation, on a le maximum de puissance solaire en périhélie et on a le minimum à l'aphélie. Et la combinaison de ces deux courbes nous donne cette variation de l'énergie solaire reçue par les panneaux du satellite. Donc on voit effectivement que au niveau à peu près le solstice de juin, on a la puissance la moins forte. On passe quand même de 1300 et quelques watts à un peu plus de 1200 watts par mètre carré. Donc la réduction n'est pas négligeable et il faut vraiment en tenir compte. Il n'y a pas que ça c'est pas pendant la durée de vie complète du satellite, puisque les panneaux solaires subissent des radiations solaires, donc se détériorent petit à petit. On a donc une courbe de dégradation qui est relativement bien connue des cellules solaires, et on a ces variations donc, qui décroissent. La puissance des panneaux solaires décroît au fur et à mesure des années, jusqu'à arriver à la fin de vie du satellite. Donc il faut s'assurer que pour la durée de vie du satellite pour laquelle il était conçu, on a toujours suffisamment de puissance pour les équipements de communication. Bon, il y a deux types de cellules de panneaux solaires. Bon, les cellules silicium, ça c'est très connu, on ne les utilise plus en fait sur les satellites. Ça a été utilisé pendant longtemps. C'était pas très cher, mais pas très efficace. Ça peut aller jusqu'au maximum 18% de rendement, d'efficacité. Donc sur les 1000 et quelques watts qu'on a vu tout à l'heure, il y a seulement 18% utilisables. On utilise maintenant des cellules quand même beaucoup plus compliquées, à jonction triple, à arséniure de gallium. Alors chacune des jonctions de ces cellules permettent de récupérer l'énergie du Soleil dans différentes longueurs d'onde. On a donc ici les longueurs d'onde du Soleil dans ce qui nous intéresse. Et on a donc, suivant les couches, les jonctions, on peut récupérer de cette manière plus d'énergie. Ce sont des cellules beaucoup plus efficaces, puisqu'on a 30% de rendement en orbite. Bon, là, c'est les différentes technologies de cellules, mais c'était juste pour montrer que le silicium ici, en fait, on est à 27%, mais ça c'est en laboratoire, et que intégré sur des panneaux, etc., on perd 6 à 8%. De même par les cellules d'arséniure de gallium. On a un rendement idéal de 37-38%, mais en fait, quand ils sont intégrés, on arrive à 30%, ce qui est déjà pas si mal. Les panneaux solaires, les cellules sont arrangées en série pour avoir la tension suffisante et en parallèle pour avoir la puissance suffisante. Et on a besoin aussi des batteries, comme j'en parlais tout à l'heure. Le satellite, lui, il est toujours sous tension, même au lancement. Donc il faut que pendant que le satellite sous la coiffe, bien sûr, il n'est pas éclairé par le soleil, donc il faut qu'il y ait des batteries. Et aussi, on a dit, pendant les éclipses où le satellite passe derrière la Terre tous les jours. Donc le 21 mars, il y a 1h17 d'éclipse, ça commence 20 jours avant et 20 jours après, 1 minute le premier jour, un petit peu plus le deuxième jour, et ainsi de suite. Alors les batteries, on a utilisé pendant longtemps des batteries nickel-hydrogène. Elles étaient assez intéressantes et assez fiables, mais elles étaient lourdes et elles se déchargeaient très rapidement. Donc l'inconvénient, c'est qu'il fallait recharger les batteries à un moment très proche du besoin de leur utilisation.
Bon, ça c'est plus utilisé, surtout que l'hydrogène, une fois que les batteries étaient chargées, arrivait à 60 bars de pression, donc il faut des containers assez lourds, hein. C'était pas très intéressant. Maintenant on arrive aux batteries lithium-ion, donc ces batteries qui sont connues de tout le monde maintenant. Ce satellite Hotbird 8 a été le premier à utiliser ce type de batterie. Et c'est Saft à Poitiers qui était le leader en la matière. Il avait commencé à construire des batteries pour l'industrie automobile, mais à l'époque c'était peut-être pas aussi important que maintenant. Et ils ont eu un département qui s'est spécialisé dans les batteries satellites en lithium-ion. Et ils ont été les leaders pendant longtemps. Et là on voit que ces batteries lithium-ion sont bien meilleures au niveau masse par rapport au wattheure restitué, au niveau dissipation et au niveau autodécharge. Donc, voilà. La TCR est data handling. Alors, TCR, c'est télémesure, commande, mesure de distance et la gestion des données. Donc, pour le contrôle du satellite, il faut bien sûr des stations spécialisées au sol, hein, qui sont reliées à un centre de contrôle. Et il faut une station de secours au cas où une station a un problème ou pendant les maintenances, il faut qu'une station de secours puisse prendre le relais. Donc, voici une station de télémesure, tracking et commande. Alors cette station, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a quelques années, il n'était pas très loin de vous. Elle se trouvait juste derrière. C'était sur la colline en haut, là. Et j'ai travaillé pendant 4 ans sur cette station. Et on faisait de la télémesure, télécommande de satellite Intelsat à l'époque. C'est dans la colline qui est un peu noyée de fougères et de landes. Donc il ne reste plus que le bâtiment et puis le cône sur lequel elle était montée. Il a été démonté depuis. C'était une antenne en bande C, donc relativement grande. Elle faisait 14,50 m de diamètre. Maintenant, pour contrôler des satellites, des antennes de 3,20 m suffisent, puisqu'on est monté en fréquence. Donc voilà l'architecture de la télémesure télécommande. Évidemment, les commandes sont envoyées depuis le centre de contrôle et sont cryptées. Ça se fait depuis longtemps maintenant pour des questions de sécurité et de confidentialité. Et récemment, on crypte aussi maintenant les télémesures. Les télémesures sont cryptées pour éviter de divulguer un petit peu l'état du satellite aux gens qui n'ont pas besoin de le savoir. Voilà. Et on a aussi cette boucle qu'on appelle boucle de ranging. Donc la station sol émet un signal qui est retransmis par l'antenne vers la station sol. Et connaissant le déphasage entre le signal émis et le signal revu, on en déduit la distance entre la Terre et le satellite. Et on fait ça depuis différents sites, c'est comme ça qu'on en déduit les paramètres orbitaux. Et on a aussi des antennes omnidirectionnelles qui permettent, quand le satellite n'est plus pointé vers la Terre, de toujours pouvoir avoir un accès de télécommande et de recevoir les télémesures. Des exemples de télémesures vues sur les écrans des contrôleurs. Là j'ai montré celle-ci parce qu'en fait c'est une disturbance des angles d'attitude du satellite pendant une manœuvre à propulsion chimique. Donc on voit que l'effet est quand même peut être vu. Et quand on utilise la propulsion plasmique, comme elle est beaucoup plus douce, bien sûr beaucoup plus longue, on n'a pratiquement pas cet effet. Donc cette disturbance, quand on a besoin de précision de pointage pour certains types de liaisons de télécommunications comme Internet, par exemple, tous les petits spots que je vous ai montrés tout à l'heure, on utilise la propulsion plasmique parce que ce type de propulsion ne marcherait pas. Les centres de contrôle, alors voilà comment se ressemble un centre de contrôle, l'Agence spatiale européenne en haut et de ce côté-là. Et ça, c'est un centre qui se trouvait à Rambouillet, qui n'existe plus, qu'on utilisait pour la mise en orbite des satellites Eutelsat. Alors, l'intégration, les tests de validation. Maintenant, je vais essayer on va essayer de construire un satellite ensemble, de le valider et de le lancer. Un satellite, on va parler en vitesse de la structure. Donc, on a vu, on a le module de service qui contient le cylindre, les réservoirs, la propulsion, des murs où on monte différents équipements. Le module de communication qui est cette espèce de U sur lequel on monte tous les équipements de communication. On les voit ici en cours de test. Ces deux modules-là sont assemblés ensemble, ici, voilà. Et on a aussi le module supérieur qui supporte des amplificateurs faible bruit et les sources d'antennes.
Alors, on commence par tester ces deux modules séparément, on les assemble et on fait ce qu'on appelle des tests d'intégration, c'est-à-dire qu'on passe en revue tous les équipements de satellite avec des procédures de test. C'est une campagne de test qui dure un mois et demi, et on teste vraiment l'ensemble du satellite. Et c'est une référence pour plus tard. Ensuite, on a des tests d'environnement thermique, donc on met tout cet ensemble dans une grande cocotte minute, si on veut, une chambre thermique qui est comme ceci. On ferme bien sûr le couvercle et on fait le vide, 10.4. Et on dégaze donc le satellite, parce qu'en fait le satellite contient encore beaucoup de solvants, des résidus de colle, des choses comme ça. Et quand on fait le vide, ben, tous ces produits non voulus sont dégazés. Et en fait on arrive à enlever 3 ou 4 kilos de ces produits qui sont pas voulus, parce qu'en orbite en fait cela créerait un gaz autour du satellite qui pourrait se ioniser facilement. Et un gaz ionisé, c'est un gaz qui conduit l'électricité. Donc on peut imaginer les courts-circuits qu'il pourrait y avoir. Ensuite, on fait des performances. Donc on fait des cyclages chaud-froid, moins 190 degrés, plus 150 degrés. Là, c'est dans la chambre, bien sûr. Mais on a des réchauffeurs et on a aussi des radiateurs qui évacuent la chaleur pour s'assurer que chaque équipement à l'intérieur du satellite reste dans sa plage. Ça ne veut pas dire qu'on a ces températures-là à l'intérieur. Mais on a des sondes de température un petit peu partout qui permettent de s'assurer que tous les équipements du satellite restent dans leur plage de température pour laquelle ils ont été qualifiés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage thermique. Ensuite, on met le satellite sur un pont vibrant et on le fait vibrer pour simuler un peu les vibrations qu'il a pendant les phases de lancement. Donc voilà un satellite sur le pont vibrant. Le satellite contient plusieurs centaines, voire plus d'un millier maintenant d'accéléromètres où on mesure comme ça à différents endroits du satellite les vibrations, et on compare aussi, un peu comme pour les températures, on compare ces vibrations mesurées au niveau de qualification des équipements. Et on vérifie aussi que les fréquences, il n'y a pas de couplage de fréquences de résonance, parce que s'il y avait des couplages, il peut y avoir un effet d'amplification. Et le satellite pourrait vibrer, tout le corps du satellite pourrait vibrer de manière trop importante. Et on voit ici que sa place dans la coiffe est relativement limitée. Donc il y a une petite marge ici, mais il faut s'assurer que cette marge est respectée pour que pendant les phases de lancement, des extrémités du satellite comme des antennes, etc., ne percutent pas la coiffe en fait. Ensuite, on fait des tests de performance finaux. Donc après avoir fait des cyclages thermiques, des vibrations, etc., on fait des tests de performance finaux qu'on compare aux tests initiaux et on s'assure que rien n'a été dégradé. Alors voilà un exemple aussi, là on déploie les antennes, un exemple de déploiement d'antennes. On simule le zéro gravité par des ballons d'hélium pour que l'antenne se déploie correctement. On peut faire aussi des tests de déploiement de panneaux solaires. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des panneaux est plié en accordéon le long du satellite. Et il est maintenu par des petites tiges qui sont libérées par un système pyrotechnique qu'on entend ici. Donc on voit toutes ces tiges qui désolidarisent un peu ce paquet de couches de panneaux solaires. Et ensuite des petits moteurs, ce sont des ressorts spirales qui commencent au début à faire tourner le panneau solaire, et ensuite un système de câbles commandé par des moteurs qui permettent de faire déployer le panneau solaire. Alors là, ce sont les panneaux extérieurs, donc en fait les derniers ici, qu'on déploie seulement en phase de transfert, en phase pour arriver à l'orbite gestationnnaire. On n'a pas besoin de déployer l'ensemble des panneaux parce qu'il y a des problèmes de stabilité qui sont difficiles à résoudre. Voilà, donc on mesure le déploiement, on mesure la balance. Et là, donc, c'est la configuration en orbite de transfert avant l'orbite gestationnnaire. Et maintenant, on va déployer le panneau solaire complètement. Il ne reste plus qu'une seule tige qui maintient l'ensemble du reste des panneaux, qui va être libéré par un système pyrotechnique aussi. Voilà. Alors là, on a toujours un petit moment de suspense. On se demande s'il va se déployer ou pas se déployer.
Le démarrage est très lent, donc on s'est dit mince, ça n'a pas marché. Et puis on le voit effectivement bouger un petit peu et commencer à se déployer. Et donc ce déploiement est fait, on simule la zéro gravité par tout un système de tringlerie et de petits chariots qui sont sur cosyndaires pour éviter les frottements au maximum. Et on arrive comme ça à pouvoir mesurer le déploiement entier du panneau solaire, les couples du moteur qui sert à tirer sur les câbles, les oscillations, etc. Là j'ai accéléré à la fin. Un déploiement dure à peu près 3 minutes, c'est l'ordre de grandeur. Voilà, et les câbles sont bien tirés pour qu'ils soient parfaitement droits. Donc voilà, là on peut voir les petits ressorts spirales qui sont ici et puis quelques poulies et câbles pour déployer. Ensuite on met l'ensemble du satellite dans une chambre anéchoïde. C'est une immense salle qui contient des absorbants de ondes radio et ça permet de vérifier les diagrammes d'antenne avant d'envoyer le satellite sur le site de lancement, donc vérifier que les alignements, que tout se passe bien. Et ça permet aussi d'émettre toute la puissance radioélectrique possible du satellite et de continuer à le faire fonctionner. Donc on vérifie la compatibilité électromagnétique du satellite quand il est en opération à 100%. Donc voilà, c'était exemple. Et ensuite, c'est la campagne de lancement. On l'envoie sur le site de lancement qui a été choisi. Donc on arrive, alors là j'ai un petit mot sur les lanceurs. Bon, il n'y a pas que Ariane, il y a beaucoup de lanceurs qui sont capables de lancer des satellites relativement lourds. La Chine arrive à lancer 13 tonnes en orbite géostationnaire, Ariane 10 tonnes 80 et quelques. Les Américains aussi ont un bon passé de lancement de satellites assez lourds, ils ont 13, 14 tonnes, etc. On peut mentionner peut-être, alors là 70 mètres, ça c'est la version la plus grande de Falcon 9, mais j'ai essayé de garder à peu près l'échelle de tous ces lanceurs-là. Donc c'est entre 55 et 70 mètres à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur de lanceurs capables de lancer des satellites géostationnaires. Falcon 9 c'est assez intéressant, c'est relativement récent. Bon, ils ont eu des échecs au lancement, mais c'est un lanceur qui peut lancer des satellites qui est sous la coiffe. La coiffe se sépare, le satellite est lancé et le lanceur peut revenir sur son pas de tir. C'est assez impressionnant, vous regarderez sur YouTube Falcon 9 Landing par exemple. C'est un peu comme un film d'un lancement de fusée mais à l'envers quoi. C'est très très impressionnant à voir. Les différents sites de lancement, alors les plus connus bien sûr, Cap Canaveral, Kourou, Baïkonour, donc ce sont les plus connus. On a lancé des satellites avec les lanceurs chinois Longue Marche 2 et 3, Xichang, Eutelsat on en a lancé 2 ou 3 je crois. On a aussi Sea Launch, là Sea Launch c'est intéressant parce qu'en fait c'est une plateforme pétrolière qui est basée à Long Beach à côté de Los Angeles et qui peut aller naviguer jusqu'à l'équateur, qui contient un lanceur, le lanceur Zénith, qui est un lanceur ukrainien. Le lanceur Zénith peut être lancé aussi depuis Baïkonour ici. Et on peut ainsi lancer des satellites depuis l'équateur. L'avantage, c'est que, étant à l'équateur, il y a l'effet de fronde, une puissance de lanceur modeste peut lancer un satellite plus lourd, puisqu'on profite de cet effet de rotation de la Terre. Kourou est assez intéressant aussi parce qu'on n'est pas très loin de l'équateur. L'avantage de lancer aussi depuis l'équateur, c'est que l'orbite de transfert part directement dans le plan de l'équateur. Alors que quand on lance depuis des sites de latitude plus élevée, eh bien l'orbite est forcément inclinée par rapport à l'équateur, donc il faut la corriger. Le seul avion capable d'envoyer des satellites sur les sites de lancement, c'est l'Antonov 225, qui est absolument énorme, l'avion le plus gros du monde.
En fait, il n'est pas choisi pour la masse qu'il peut faire voler, pour la masse de fret qu'il peut faire, mais surtout par le volume de ses soutes, hein, puisque l'ensemble d'un satellite plus les équipements de test, c'est à peu près une quarantaine de tonnes pour aller sur un site de lancement. Il a un fret possible de 250 tonnes. Par contre, il prend beaucoup de place, donc voilà. Donc le satellite arrive sur le site de lancement, on fait des vérifications finales du satellite seul, donc quelques tests de bonne santé, on appelle ça, pour vérifier que tous les équipements continuent à marcher correctement. Et ensuite, on monte le satellite sur l'adaptateur. Alors l'adaptateur, c'est ce qui est fixé sur le lanceur, et c'est cette interface-là qui sépare le satellite quand le lanceur a fini son travail. Donc il y a un ensemble de petits, tout un ensemble de petits ressorts qui sont libérés là aussi par un système pyrotechnique qui, au moment opportun, pousse le satellite dans la position désirée et aussi lui imprime une petite rotation pour qu'il soit un petit peu stabilisé avant que les stations de contrôle commencent à prendre le relais. Voilà. Ensuite, on remplit les ergols. Donc on remplit je vous avais dit, c'est une opération assez délicate. En général, personne ne reste sur place, seulement les quelques personnes qui font cette opération-là, qui sont cagoulées pour éviter de respirer ce genre de produit s'il y avait un problème. Opération très dangereuse, tout le monde doit partir assez loin. Ensuite, on met le satellite, on l'encapsule, donc on le met dans la coiffe. Donc ici, ça c'est une fusée américaine qui était une Atlas. Ici, c'est la fusée Proton russe. Alors les Russes, ils travaillent tout horizontalement, tous les autres travaillent verticalement. Donc ici, on a cette coiffe ici, qui est la partie supérieure qui est en train d'être mise sur le satellite qui est déjà dans la coiffe inférieure. Pour Ariane, c'est un peu plus compliqué parce qu'Ariane lance très souvent 2 satellites à la fois. Donc il faut installer le premier satellite, lui mettre une première coiffe qui contient l'adaptateur et le deuxième satellite, et ensuite on met la coiffe qui est aussi en 2 parties sur cet ensemble-là. Voilà donc la fusée Proton. Donc la coiffe est mise sur le lanceur. J'ai choisi Proton parce que c'est un petit peu plus spectaculaire comme tout est horizontal. On en l'emmaillote avec un gros sac de couchage sur lequel on assure une certaine pressurisation, on vérifie, on s'assure qu'il y ait des conditions d'humidité et de température assez stables, jusqu'à un petit peu avant le lancement, où là on enlève cette coiffe bien sûr. On les transporte vers le site de lancement. Ensuite, on verticalise l'ensemble. Alors imaginez un peu le système qu'il faut pour verticaliser un lanceur comme ça, qui fait 68-69 mètres de long. Et ensuite, il y a le lancement et on suit la trajectoire. Et quand la séparation s'effectue, là, l'autorité de lancement, en ce cas-là les Russes, ont terminé leur travail et ce sont les stations sol qui commencent à prendre le relais. Alors voilà, bon, je vais essayer rapidement, mais là, le lanceur met le satellite sur une orbite très elliptique qui arrive jusqu'à l'orbite géostationnaire, mais qui revient très près de la Terre. Donc il y a un ensemble d'opérations à faire pour circulariser cette orbite-là et aussi corriger l'inclinaison de l'orbite, puisqu'on a vu que les lanceurs qui sont lancés depuis des sites plus élevés en latitude le lancent avec une certaine inclinaison qu'il faut corriger. Donc cette correction d'inclinaison et puis de circularisation de l'orbite se fait par l'allumage du moteur d'apogée, le moteur qu'on a vu au bas du satellite, là, qui fait 400 newtons. Et ça se fait en plusieurs fois, donc une première fois ici, pour le circulariser. On voit aussi, on corrige en même temps l'inclinaison, donc l'inclinaison 9,8 degrés, 2,7 degrés, et enfin on arrive au bout du troisième allumage de moteur d'apogée en position sur l'orbite géostationnaire, et avec les petites fusées d'appoint qu'on a vues, les 10 newtons, on met le satellite à sa position finale. Alors, il y a maintenant des mises à poste qui se font entièrement avec la propulsion plasmique. Évidemment, la puissance de ces moteurs est beaucoup plus faible, donc l'opération de mise en orbite géostationnaire est beaucoup plus longue. La durée, c'est 4 à 6 mois. Alors là, je vais voir si ça marche. Voilà, ça c'est donc un petit peu une construction mathématique qui montre que
l'orbite se circularise petit à petit. Quand on pousse à périgée, ça augmente l'apogée. Quand on pousse à l'apogée, ça augmente le périgée. Et petit à petit, les effets s'équilibrent et l'orbite devient circulaire. Donc toute cette opération dure maintenant 6 mois. Ils n'espèrent pas arriver à 4 mois. Alors la durée de vie d'un satellite maintenant c'est 15 à 20 ans. Mais on va parler très rapidement de l'environnement géostationnaire. En fait, l'environnement est assez nocif. On a vu les variations de champ gravitationnel qui changent l'orbite, qu'il faut corriger. Il y a des grandes amplitudes de température, donc il faut réchauffer le satellite quand c'est nécessaire, etc. On a aussi des micrométéorites. Alors on a eu un événement au début des années 2000, mais ça pourrait se reproduire. La Terre passe dans la queue de la comète Tempel-Turtle. Et cette comète a une traînée qui fait en fait toute l'orbite de cette comète. Et à chaque fois que la comète décrit son orbite, elle revient sur une orbite légèrement différente, parce qu'entre-temps il y a des perturbations dues aux planètes, etc. Et donc la Terre doit passer dans différents essaims des traînées précédentes. Donc on voit ici par exemple que en l'an 2000 on est passé près de la traînée qui s'est passée en 1866, près de celle de 1733 et ainsi de suite. En 2001 on est passé carrément au milieu. En 2002 on est passé au milieu de la traînée de l'orbite de 1767 et celle de 1866 ici. Et pendant ces phases-là, il y a beaucoup de petites micrométéorites qui risquent d'endommager les satellites. Rien ne s'est passé, heureusement, mais la NASA avait prédit qu'il y avait une chance sur 300 d'avoir un satellite endommagé par ces météorites. Donc c'était pas négligeable, il fallait prendre ça en considération. Donc on a eu des opérations à faire, on a orienté les panneaux solaires dans le sens du flux des météorites pour éviter tant que se peut de les abîmer. On n'a pas fait d'opération cruciale ou importante pendant la traversée de cette traînée, etc. Mais ce qui est le plus important et le plus courant, ce sont les activités solaires. Alors le Soleil, il émet des radiations, des électrons, des protons, des ions lourds. Heureusement, on a la magnétosphère, donc le champ magnétique terrestre qui agit un peu comme un bouclier, donc qui permet de dévier la plupart de ces radiations, mais quand même un petit nombre arrive dans l'environnement géostationnaire. Cette activité solaire, en fait, elle est variable, elle a un cycle tous les 11 ans. Il y a des éruptions solaires qui se produisent de manière fréquente. On a donc ce cycle, depuis l'observation des années 1700, on a donc tous ces cycles de 11 ans. On a eu des cycles relativement violents dans les années précédentes et actuellement on est dans le cycle numéro 24 qui est celui-ci, qui n'est pas très élevé. Et il y a des satellites américains spécialement conçus pour cela qui mesurent l'activité du Soleil. Ce sont les satellites GOES. Et en fait on peut voir sur internet l'activité solaire mesurée tous les jours en fait, comme ceci. Je reviens un peu aux radiations solaires qui heurtent ce bouclier magnétique de la Terre. Mais en fait, on a vu qu'au cours des éruptions solaires, le flux est suffisamment important pour arriver, alors là, vers les pôles. C'est la raison des aurores boréales, par exemple. Il y a une ionisation de l'atmosphère qui se produit à ce moment-là. On a aussi des électrons qui arrivent, qui restent trappés un peu dans le champ magnétique de la Terre. Donc ça, c'est en fait un espèce de tore autour de la Terre qu'on appelle la ceinture extérieure de Van Allen, qui est le premier à l'avoir découvert. L'altitude est entre 13 000 et 65 000 km, donc l'orbite géostationnaire se trouve en plein dans cette ceinture. Et on a aussi des ceintures de protons qui affectent le satellite plus proche de la Terre. Alors on a deux effets dus aux radiations du Soleil. On a l'effet cumulé du rayonnement solaire, ça c'est l'effet cumulatif, disons, d'année en année. On a des réductions de durée de vie des composants électroniques, ça perturbe un peu les cristaux des composants, et les composants électroniques ont une durée de vie plus limitée. Alors on essaie de s'en affranchir par des blindages. Il y a une dégradation progressive des panneaux solaires, on l'a vu.
Et on a aussi des effets beaucoup plus brutaux qui sont les éruptions solaires. Alors on a des flashs qui peuvent carrément détruire complètement un certain nombre de cellules solaires, on en a déjà eu plusieurs fois. Donc on a brutalement une perte de puissance de quelques pourcents d'un panneau solaire, comme ça. Bon, les perturbations d'ondes radio, ça on le sait, les radioamateurs le savent. Des orages magnétiques qui perturbent tout ce qui est basé sur le magnétisme à bord du satellite. Par exemple des magnétotorqueurs qui existent sur certains satellites. Les flux d'électrons, alors ça c'est aussi assez violent puisque les électrons restent dans les isolants. L'isolant n'étant pas complètement isolant, les électrons peuvent au bout d'un moment s'échapper et aller vers les parties conductrices. Par contre, quand on a des éruptions solaires, le flux d'électrons étant plus important, le taux d'évacuation des électrons des isolants est moins important. On a un potentiel de tout ce qui est isolant dans le satellite qui augmente jusqu'à un moment donné où il peut y avoir un flash, une décharge électrostatique qui peut détruire des composants. La décharge électrostatique peut aussi vaporiser des matériaux autour. Il y a un plasma qui est créé, qui est conducteur, donc qui peut créer des courts-circuits, etc. Et on a eu des détériorations assez importantes de certains satellites, en particulier le SADA, le système de rotation de ces panneaux solaires. Un d'eux a été complètement détruit, donc on a perdu plus de la moitié de la puissance d'un satellite comme ça. Et enfin, on a les flux de protons, les ions lourds. Bon, ça c'est moins grave, mais ça perturbe le logiciel, ça perturbe les mémoires. Donc il y a des mécanismes qui permettent de corriger ces erreurs-là, mais ça doit être conçu dans le design. Alors j'ai appris qu'il fallait toujours donner un petit peu d'étymologie des mots, donc je vais un petit peu bosser sur le sujet. Géostationnaire vient de Gaia, Gai, qui est la déesse grecque de la Terre, et stationnaire, statio, qui veut dire en latin l'état d'immobilité, immobile par rapport à la Terre. Mais bon, ça c'est moyennement intéressant. J'ai quand même continué. Gaïa a eu un petit-fils qui s'appelait Zeus, qui a enlevé Europe, qui était une princesse phénicienne, et ils ont eu une petite fille qui s'appelait Ariane. Je ne l'ai pas inventé. Et Ariane a été immortalisée par Zeus, et c'était une mortelle au début, elle a été immortalisée par Zeus. Et en fait, je suppose que c'est de là que vient la fiabilité légendaire d'Ariane, puisqu'on en est actuellement au 81e lancement sans panne. Voilà. Merci.